Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous sommes le jeudi 24 juin 2021. Vous regardez À l'air libre, la quotidienne de Mediapart. Bienvenue au sommaire de cette émission. Une nouvelle épreuve pour le bac 2021, pas totalement rodée. Le grand oral et ses couacs décryptés par Célia Mebroukine. Salut Célia. Salut. La radio Europe 1 menacée par l'ombre de Vincent Bolloré et de la chaîne CNews à laquelle la station se voit désormais liée. Après une semaine de grève, on reçoit deux journalistes de la station, Mathieu Bock et Jean-Gabriel Bourgeois. Bienvenue dans À l'air libre. Dernière ligne droite pour les lycéens qui passent leur bac à cause du Covid. Cette année, seulement 2 épreuves. La philo à l'écrit, c'était jeudi dernier. Et depuis lundi, le grand oral qui n'a pas l'air simple, Célia. Oui, alors c'est la première fois que cette épreuve a lieu. C'est donc nouveau pour tout le monde, pour les élèves qui la redoutent, mais aussi pour les profs et pour l'éducation nationale. Et le ministre Jean-Michel Blanquer avait assuré que tout se passerait bien début juin. Pas de quoi spécifique à redouter. Vous savez, l'organisation du baccalauréat est toujours une grande mécanique particulière. Ce qui est important dans le grand oral, c'est de souligner les enjeux de contenu. C'est-à-dire qu'en ce moment même, nos élèves se préparent à s'exprimer, à argumenter. Donc je pense que ça va être un bon moment pour eux. Alors un bon moment, pas sûr, vu les couacs qui s'enchaînent depuis le début de la semaine. Sur Twitter, le hashtag #BacCatastrophe rassemble tous les tweets d'élèves et de parents mécontents qui racontent leur déconvenue, comme cet élève de terminale qui raconte avoir été convoqué à 8h mais avoir attendu jusqu'à midi. On lui a finalement demandé de rentrer chez elle et de revenir le lendemain à 7h30. Un père, lui, dénonce la présence d'un seul jury sur les 2 convoqués dans le lycée où son fils passait le grand oral. Pareil pour cette maman dont la fille a été renvoyée chez elle faute de jury. Parfois même sans date ultérieure, comme le raconte ce tweetos. Parmi ses élèves, Lauriane, en terminale STMG, option mercatique. On l'a rencontrée hier, mercredi, devant son lycée à Fontenay-sous-Bois dans le Val-de-Marne. Elle venait tout juste de sortir de son grand oral, qui était pourtant prévu lundi matin, comme on le voit ici, sur la convocation qu'elle a dans les mains. Je suis arrivée lundi à 10h au lycée, donc j'ai attendu jusqu'à 10h30 avec d'autres camarades qui passaient avec les mêmes jurys que moi qui sont dans ma classe. Et au bout d'une demi-heure, donc le proviseur est venu directement nous voir et nous a dit de rentrer chez nous parce que les jurys ne sont pas venus et qu'ils ne viendront pas. Et il nous a dit de revenir le lendemain à 8h30. Et ensuite on est rentré chez nous, donc très déçus. Le lycée nous a rappelé un peu dans la matinée plus tard. Et nous a dit que finalement on n'était pas convoqué le lendemain à 8h30 parce qu'il y avait déjà des gens et qu'ils n'avaient pas de date pour nous, donc ce sera sûrement fin de semaine mais ils ne savaient pas quand. Et dans l'après-midi, le lycée m'a rappelé et m'a dit que je devais passer mercredi à 10h30 avec les autres camarades aussi comme moi qui n'ont pas pu le faire. Pour Lauriane, ce manque d'organisation est inacceptable. J'étais très stressée le lundi pour le passer, j'avais beaucoup révisé, je m'étais couchée super tard et j'avais vraiment galéré à bien le faire, à bien le préparer. Et on nous a vraiment rabâché tout le temps et puis donc ils voulaient pas l'annuler le grand oral Castex. Et pour au final que ce soit même pas organisé, qu'il y ait des grèves de jury, qu'il y ait des jurys qui se pointent même pas parce qu'ils ont même pas reçu leur convocation. Je suis vraiment déçue, je pensais que ça allait être quand même mieux organisé que ça et ouais, je trouve que c'est pas normal de faire ça aux étudiants qui ont vraiment travaillé. Alors, les dysfonctionnements ne touchent pas que les convocations des élèves, mais aussi celles des professeurs. Ça a été le cas pour François Mailloux. Il est professeur d'informatique en terminale et syndiqué à Sud Éducation. Il a été convoqué vendredi soir à 21h42 pour participer à un jury le lundi à 8h30. La présente convocation vaut ordre de mission. Vous êtes invité à vous rendre dans le centre d'épreuve du grand oral dès lundi 21 juin à 8h30, interrogation orale, lycée Auguste Blanqui. Et ça s'arrête là. Pas d'adresse. Pas d'adresse. Vous y êtes rendu ? Non, je m'y suis pas rendu. D'abord parce que effectivement la convocation elle n'était pas en bonne et due forme. Même si j'avais été, si elle avait été en bonne et due forme, j'y serais pas allé et j'aurais fait la grève du grand oral. Des anecdotes sur le grand oral, il en a d'autres. On a une collègue d'art plastique de collège qui a été convoquée au centre d'examen ici. Une collègue professeur documentaliste qui a été convoquée, pareil, en plein week-end. Un collègue de sciences de l'ingénieur qui a été convoqué dans l'académie de Versailles à 2 heures de transport de chez lui. Et devant le lycée Jean Zé,
de Aulnay-sous-Bois. On a vu des professeurs arriver et en fait le centre d'examen n'était pas au courant que ces professeurs allaient venir. En faisant grève, il souhaite dénoncer une épreuve injuste selon lui. C'est vraiment une épreuve de rhétorique. Et la rhétorique, on ne l'apprend pas dans les cours. C'est une épreuve qui est typique de notre ministre, M. Blanquer, et qui en fait est une épreuve de reproduction sociale, en fait, on va dire. Cette désorganisation n'est pas une surprise pour François Mailloux. C'est de la précipitation et de l'obstination du ministre Blanquer à vouloir faire passer ces réformes. Cette année, après le Covid, c'était impossible de la tenir dans de bonnes conditions et le ministre s'est obstiné et on arrive à ce chaos. À la fin de cette année, demander aux élèves de venir passer des examens, mais franchement, c'est pas décent, c'est même pas décent. Alors, on a contacté le cabinet de Jean-Michel Blanquer. Il a reconnu des erreurs de convocation et des difficultés, notamment en Île-de-France et sur l'Académie de Lille. Mais pour lui, ces difficultés concernent moins de 1% des élèves qui doivent passer le grand oral et cela ne les empêchera pas de passer l'examen. Merci Célia. Une fois n'est pas coutume, à l'air libre reçoit aujourd'hui des confrères. J'accueille Jean-Gabriel Bourgeois et Mathieu Bock d'Europe 1. Bonsoir à tous les deux, installez-vous. Parce que Mediapart défend le droit des citoyens à être informés, à une presse libre et indépendante, nous avons choisi donc de donner la parole à des journalistes d'Europe 1 pour parler de la situation de leur radio, propriété du groupe Lagardère, dont l'homme d'affaires Vincent Bolloré est devenu premier actionnaire via son groupe Vivendi. Mathieu Bock, bonsoir. Vous êtes grand reporter à Europe 1. Jean-Gabriel Bourgeois, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes reporter à Europe 1. Bienvenue à tous les deux. Depuis combien de temps vous travaillez pour cette radio ? Une quinzaine d'années, moi. Moi, 17 ans, précisément. C'est quoi pour vous cette radio ? Qu'est-ce qui la définit ? Quel est son ADN ? Pourquoi vous y êtes attaché ? C'est un peu compliqué, c'est à la fois très simple et très compliqué, mais parce que c'est une radio qui est en avance sur son temps. Moi, j'ai découvert ça en y allant. Qui est en même temps très traditionnaliste dans le reportage. On fait des reportages cousu main, vraiment. Et c'est de la dentelle. Et on peut, tout le monde, alors je sais qu'Europe 1 a plutôt une image de droite, centre-droit, mais on entend vraiment de tout sur Europe 1. On n'a aucune limite, on y reviendra peut-être, censure, on n'a aucun tabou, on peut faire parler tout le monde. On donne vraiment la parole à tout le monde sur Europe. C'est ce que moi j'ai découvert en arrivant là-bas il y a plus de 15 ans. Europe 1, c'est le reportage, c'est la politique, c'est l'avance sur son temps, c'est l'impertinence aussi. C'est tout ça qui fait qu'Europe 1 a construit une belle histoire depuis plus de 60 ans et à laquelle on est très attaché encore aujourd'hui. Alors, je précise que vous ne venez pas en tant que membre d'un syndicat ou comme délégué du personnel, mais en tant que membre de la Société des rédacteurs d'Europe 1. Vous n'êtes donc pas ce qu'on appelle des salariés protégés. Vous prenez donc un risque, peut-être, en venant ici ou pas. Pourquoi est-ce que vous vous exprimez ce soir sur notre plateau ? Il y a eu un élan de soutien après cette grève à Europe 1, qui est la première depuis 60 ans. Beaucoup de gens nous ont soutenus, beaucoup de gens se sont intéressés à ce qui se passait chez nous et on a envie de leur raconter comment ça s'est passé, pourquoi on a fait grève et aussi pourquoi on a arrêté de faire grève. Alors justement, je récapitule les faits. Mercredi dernier, vous convoquez une assemblée générale pour prendre le pouls de la rédaction face au virage éditorial dû au rapprochement avec CNews. À ce moment-là, une membre des ressources humaines est là et enregistre la discussion. Ça, c'est un événement annexe, mais qui va devenir assez central. Le ton montre entre elle et un des journalistes de la rédaction qui est présent, Victor Dolande, qui a débusqué l'enregistrement clandestin. Il est mis à pied. Vous demandez la levée de cette mise à pied, refus de la direction, les AG s'enchaînent. Votre société des rédacteurs et l'intersyndicale de la station dénoncent le 17 juin dans une tribune au Monde le virage amorcé par Europe 1 qui lie son sort à CNews. À Europe 1, nous refusons de devenir un média d'opinion, écrivez-vous, en liant son sort à une chaîne qui s'illustre à longueur de journée par un activisme politique fortement ancré à droite, voire parfois à l'extrême droite. Europe 1 va perdre ce qui lui reste de plus précieux, son capital de crédibilité auprès des auditeurs. Dès le lendemain, vous votez la grève, une grève qui dure 6 jours et à laquelle participent 70% de la rédaction. Oui. La grève est terminée, elle a abouti à un engagement, celui d'ouvrir des discussions au sujet d'une éventuelle clause de conscience. C'est donc la seule option, partir ? Mais apparemment. Disons que c'est une... C'est assez maigre enfin, je veux dire, vous avez l'assurance d'une ouverture d'une discussion.
Oui, c'est ça. Le journaliste n'a pas été réintégré à la rédaction, Victor Delande? Non, alors on a discuté avec la direction qui nous dit que le licenciement reste une option. Bon, ben, on espère. Que non? On espère qu'il ne partira pas. Alors après, est-ce qu'il a envie de rester? Je ne sais pas, ça faudra lui poser la question. Est-ce qu'il a envie de partir dans des conditions peut-être un peu plus décentes que juste se faire mettre à la porte après une dizaine d'années de bons loyaux services? Il a travaillé sur le Covid, là, depuis 1 an et demi. Il a été cité en exemple plusieurs fois parce qu'il a fait un travail incroyable. Pour revenir sur cette histoire d'enregistrement... Qu'une direction, enfin, écoute ces salariés réunis, ces journalistes réunis en assemblée générale, c'est quand même un climat de travail qui est quand même pas très agréable. La direction nous dit que c'était pas fait pour la direction. Alors j'entends, je peux l'entendre, pourquoi pas. Bon, mais ça montre que une petite étincelle, en fait, c'était presque un non-événement. Ça aurait dû être un non-événement. Et cette altercation, vu le climat ambiant, a dégénéré. Et là où nous, on est vraiment pas d'accord. C'est pas possible. C'est que dès le lendemain, convocation préalable à un licenciement, quoi. Et on s'est dit, tout ça pour ça. Et apparemment, il y aura un dossier contre ce salarié. Bon, après, c'est la vie interne de l'entreprise, mais ça nous paraît disproportionné par rapport à cet événement sur le toit, quoi. Enfin, on a enneigé, quoi. Et c'est vraiment l'étincelle qui a mis le feu aux poudres, en fait. C'est cet événement qui a vraiment heurté les salariés, les journalistes, et qui a fait que les gens se sont mis en grève et se sont mobilisés, se sont levés pour dire non, mais il y a vraiment un problème. C'est vraiment symptomatique d'un management qui est dur, et ce sont quelque part un peu les méthodes de Vincent Bolloré, qui n'est pas encore officiellement aujourd'hui à la tête d'Europe 1, qui sont déjà à l'œuvre. Et les gens ont vraiment eu marre et se sont levés et ont voté effectivement la grève. Qu'est-ce que vous voulez dire par management dur? Vous pouvez décrire? Management dur qu'on subit aujourd'hui à l'heure actuelle, vous voulez dire? Vous avez l'impression de subir déjà, il n'y a sans doute pas que le cas de Victor Delande qui est en cause? Non, là c'est vraiment poussé à l'extrême et c'est effectivement disproportionné comme méthode, mais ce sont des pressions, ce sont des intimidations, le ton qui monte dans certaines réunions, ce sont des choses un peu comme ça qui sont vécues par les salariés, voilà, des gens qui ressortent en larmes de bureaux de la direction. Il y a pas mal de burn-out en ce moment. Les bureaux sont assez vides parce qu'il y a le Covid, on est en distanciel, mais pas seulement, quoi. Cette rédaction vide masque aussi plusieurs cas de burn-out qui sont des gens qui restent chez eux, qui n'en peuvent plus. Moi, je pense à une salariée qui est partie, qui a trouvé un arrangement, mais qui n'en pouvait plus, qui est partie en larmes, qui a quitté son poste en larmes. On l'a perdu dans l'entreprise, c'est une grande richesse. Il y a plusieurs personnes comme ça qui craquent et qui ne peuvent plus revenir physiquement au travail. La Société des rédacteurs de l'antenne a tweeté « Nos craintes sur le projet éditorial ne faiblissent pas » après donc la décision d'arrêter la grève. Qu'est-ce qui vous inquiète donc encore ? Aujourd'hui, ça va être la mainmise et c'est la transformation d'une radio généraliste où on a du reportage, du débat. Je pense qu'il faut faire la différence entre radio d'opinion et radio de débat. On peut débattre. Il y a plein de cases de débat sur Europe. Il y en a matin, midi, soir, un peu tout le temps. Radio d'opinion, c'est un peu autre chose. Moi, je rapproche ça. Alors, beaucoup font l'analogie avec Fox News. Ben ouais, mais c'est que du mensonge, en fait. Fox News, c'est que du mensonge. Et une radio d'opinion, ça se dirige quand même vers ça, quoi. Avec des faits approximatifs, des faits alternatifs. Et il y a de moins en moins de place pour le reportage et l'analyse. Et CNews, et je leur jette pas la pierre à nos collègues, à nos confrères et consoeurs de CNews. Parce qu'il y en a qui ont réagi un peu vivement. Ben ouais, et je les comprends, parce qu'ils entendent à longueur de journée, à bout, CNews, ça sent mauvais, on veut surtout pas. Ils font, nous, pardon, mais nous, on y travaille. Et ils ont raison. On ne parle pas des reporters qui vont sur le terrain, mais ils ont moins de place à l'antenne que les Zemmour et compagnie qui donnent leur avis et qui présentent des choses comme étant des faits alors que ce ne le sont pas, quoi. Alors, vous avez aussi voté de façon massive une motion de défiance contre votre directeur délégué à l'information, Donat Vidal-Revel. En quoi n'est-il plus digne de confiance ? C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que je ne veux surtout pas juger là, mais intellectuellement, il est brillant, il est à sa place en tant que leader d'idées, d'opinions, d'accord, mais c'est vrai qu'il y a une pression intellectuelle, parfois physique, c'est un management dur. Ça a toujours été dur à Europe 1. Hein. Physique. Physique, c'est-à-dire que des fois, il y a presque des... Moi, j'ai assisté à des réunions où il y avait une réunion avec la SDR. On a eu des engueulades, on s'était debout et on jetait des feuilles, voilà, c'était physiquement, même moi, pourtant, j'étais impressionné parce que on était dans un petit bureau, on était beaucoup, c'était assez compliqué à vivre. Ça, c'est fréquent ?
Oui, ça arrive. C'est spécial de vivre ça quand même. Ah oui, c'est spécial, ça arrive. Alors on est tous dans une période compliquée. On vit tous une période compliquée dans cette radio, mais ça a toujours été dur à Europe 1, en fait. Beaucoup de directeurs de rédaction, ça a toujours été une maison assez dure, où il y a beaucoup de pression. Il faut vivre avec, voilà, c'est une rédaction qui est comme ça. Mais là, c'est vrai que est-ce qu'on fait nécessairement du meilleur journalisme sous une telle pression? Nous, on essaye en tout cas. Mais je veux dire, est-ce que la pression est à ce point nécessaire pour que la production à l'antenne soit bonne? On est toujours très attaché à notre métier et c'est aussi pour ça qu'on a souhaité reprendre le travail par ailleurs. Mais c'est pas parce qu'il y a une pression qu'on se fait taper dessus quelque part, entre guillemets. Enfin, en tout cas, je parle un peu de façon imagée, mais qu'on n'a pas envie de travailler. Non, mais bien. Vous pourriez faire tout aussi bien en étant un tout petit peu moins sous pression. Évidemment. Moi, je pense pas. Moi, je pense pas qu'il y ait besoin de cette pression. C'est une pression très verticale. En fait, c'est un management très vertical et qui existe depuis toujours. C'est-à-dire que notre chef a peur de son chef, qui a peur de son chef. Et l'ultime chef, c'est qui, de fait? Est-ce que c'est Arnaud Lagardère? C'est la grande question, je ne sais pas. Vous le savez plus que moi. Est-ce que c'est son conseiller, Ramzi Kiroun? Est-ce que c'est lui le vrai chef? On pense que oui, parce que... Donc on parle là de quelqu'un qui n'est pas journaliste. Oui, et puis qui n'est même pas vraiment sur l'organigramme. Voilà, c'est ça. Ouais, et qui fait la grille. Et qui décide de beaucoup de choses. De trop de choses? Alors ça, je ne sais pas, parce que En fait, tant que tout se passe bien, tant qu'on était à 8 ou 10 points d'audience, on était content, on ne se posait pas trop la question, c'est bien, c'était la bonne méthode. Maintenant qu'on est à 5 points d'audience, 4 points, 5 points d'audience, c'est les méthodes qu'il faut un peu remettre en cause. Vous aviez déjà alerté la direction ces derniers mois, je vous cite votre Tribune du Monde, sur des prises de position de plus en plus marquées dans certains rendez-vous clés de la matinale. Vous faites référence à quoi ou à quel rendez-vous? On fait référence à l'interview de Sonia Mabrouk le matin, qui est aussi l'un des visages de CNews. Et plusieurs interviews ont pu susciter des réactions un peu vives de la part des journalistes de la rédaction, notamment sur la forme plus que sur le fond. Mais voilà, ça a suscité pas mal d'émotions. Alors... Justement, sur les promesses de la direction, est-ce qu'elles sont crédibles? Il y a quelques mois, l'arrivée de Louis de Ragnel au service politique, il y avait une bronca contre son éventuelle nomination à la rédaction en chef. Il est arrivé comme adjoint. Et puis là, en pleine crise, il devient le rédacteur en chef du service politique à moins d'un an d'une présidentielle, donc d'un événement majeur pour un service politique. Malheureusement, on s'y attendait en fait. On a été souvent... Ça fait partie de ce que vous appelez les mensonges de votre... Oui, c'est ça, typiquement. De Donat Vidal-Revel, pardon. Oui, c'est ça, parce qu'il sera adjoint. Bon, ok, très bien. Et puis finalement, on s'est dit, bon, vous allez voir. On se parlait entre nous, vous allez voir. On va attendre la fin de la saison. Il va devenir directeur chef du service et en avant 2022, quoi. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les départs se sont succédés ces derniers jours. Celui de l'humoriste Christine Béroux qui dénonce la censure dont elle a été la cible. On lui a conseillé par SMS d'éviter les blagues sur Zemmour en lui rappelant qu'un journaliste de la rédaction avait été convoqué pour un lancement un peu piquant justement sur Éric Zemmour. D'ailleurs, sa blague sur Zemmour à Christine Béroux a été coupée de la chronique qui a été diffusée. Comment est-ce possible de subir des pressions pour avoir évoqué le nom d'un polémiste qui n'est même pas salarié de la chaîne? Sur Europe 1, c'est pas possible de critiquer Éric Zemmour, qui par ailleurs a été condamné pour incitation à la haine raciale et qui est visé par plusieurs femmes pour des violences sexistes et sexuelles. Je pense que si, puisque la preuve, vous me parlez d'une radio impertinente et en avance sur son temps? Mais pas partout, visiblement, mais pourtant Nicolas Canteloup l'a bien fait ces derniers jours, le matin, dans sa chronique, donc ça pose effectivement question. Alors, sur la mainmise sur l'éditorial du premier actionnaire Vincent Bolloré, qui vous inquiète, Arnaud Lagardère dément. Lundi, dans le Figaro, il n'y a aucune synergie imposée par Vincent Bolloré. Dire qu'Europe 1 passe sous la coupe de Vivendi, c'est un fantasme qui frôle le complotisme. Vous êtes donc accusé de complotisme. Je crois que c'est le même jour, ou le même jour ou quelques heures après, on apprenait qu'on avait une tranche en commun avec CNews, avec Laurence Ferrari. Laurence Ferrari, qui est une ancienne d'Europe 1, qui a commencé à Europe 1, qui est restée des années à Europe 1, bon voilà, très bien. Mais on a une tranche de 3 heures avec CNews. Dimitri Pavlenko, qui sera le futur matinalier. C'est ça. Il fait de la radio, c'est un homme de radio. On ne peut pas lui enlever ça, il a ce crédit radio, mais
Il est à Radio Classique, mais c'est pas parce qu'il est à Radio Classique qu'il a été embauché, c'est parce qu'il a l'étiquette CNews, parce qu'il est le soir face à Éric Zemmour. Donc ça fait déjà, si on a 3 cases d'infos dans la journée, matin, il y a un tampon CNews, le soir il y a un tampon CNews, il reste la mi-journée, donc on attend les jours qui viennent. Quoi. Et puis donc Sonia Mabrouk qui était déjà présente sur les 2 chaînes et qui récupère un programme politique phare, le Grand Jury, le week-end. Le grand rendez-vous. Le grand rendez-vous, pardon, le Grand Jury, c'est la concurrence. Alors, c'est rarissime, vous l'avez dit, ça n'avait été pas arrivé depuis 60 ans, une grève dans un média privé, en l'occurrence, aussi soutenue. On se souvient aussi de celle d'ITélé, il y a 5 ans. Déjà, à l'époque, contre l'offensive Bolloré sur le groupe Canal+, ça avait abouti à sa disparition à ITélé au profit de la chaîne qui vous embête en ce moment, CNews. Qu'est-ce qui peut arrêter Vincent Bolloré ? Pas nous. Alors, je sais pas. Qu'est-ce qui peut arrêter Vincent Bolloré ? Peut-être le CSA. L'un des membres de votre rédaction a confié au Monde: le match est joué, je ne vois aucun scénario possible, aucun autre scénario possible que celui d'ITélé. Oui. C'est vrai ça pose un peu question. C'est-à-dire qu'il y a la grève à ITélé, ça s'est passé comment ? Il y a eu une grève, ensuite un départ massif des journalistes, et ensuite un changement de ligne éditoriale. Voilà comment ça s'est passé. Aujourd'hui, à Europe 1, qu'est-ce qui se passe ? On a eu une grève, on a obtenu cet engagement d'un départ de journalistes via une sorte de clause de conscience. Il y a par ailleurs, parallèlement, une rupture conventionnelle collective qui est en cours en ce moment. Donc un départ massif de journalistes. 3e étape, est-ce qu'il y aura un changement de ligne ? En tout cas, c'est un peu ce qu'on craint, là. Pourquoi est-ce que Bolloré, c'est pire que Lagardère ? Lagardère, il se mêlait pas de la ligne éditoriale, vraiment. On le voyait très peu, déjà, on le voyait une fois tous les 5 ans. Sous Lagardère, on a toujours eu la ligne éditoriale de toujours, c'est-à-dire très indépendante, on décidait nous-mêmes, c'est le directeur de l'information qui décide de la ligne éditoriale. Il s'est jamais vraiment, en gros, mêlé de nos affaires, c'est un actionnaire. C'est aussi pour ça qu'il faut bien comprendre qu'un actionnaire, ça doit en théorie rester à sa place d'actionnaire, quoi. Et pas d'être une sorte de super directeur de l'info. Mais est-ce que ça y reste ? Parce que je vous pose cette question parce que, par exemple, depuis plusieurs mois, il y a de nombreux journalistes du JDD de Paris Match qui s'inquiètent du traitement éditorial de plusieurs affaires sensibles, à commencer par les déboires judiciaires de l'ancien président Nicolas Sarkozy, membre du conseil de surveillance de Lagardère. Leur société des journalistes s'est aussi exprimée. Est-ce que finalement le verre n'est pas déjà dans la pomme ? Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour espérer pouvoir faire son métier correctement dans ce genre de cadre ? Je pense pas qu'il y a un point de non-retour. Je pense qu'il faut se battre en permanence. Je soutiens mes confrères qui sont dans le même bâtiment, on les croise et ils sont dans le même bateau. Non, on est vraiment, on se croise dans les couloirs, on parle de la même chose. Je pense qu'il faut continuer à se battre. C'est pas perdu pour l'instant, c'est pas perdu. Parce que moi, je viens d'un média privé, je travaille dans un média privé, sans pub, financé par ses abonnés uniquement. J'ai travaillé dans des médias privés possédés par des industriels, un autre que Bolloré ou Lagardère. Donc je sais ce que c'est, je connais les contraintes du genre. Que diriez-vous de votre quotidien et de ces contraintes à vous dans ce cadre-là ? C'est pas Arnaud Lagardère qui tient notre stylo. Déjà, ça, c'est une certitude. Et ça sera visiblement pas non plus Vincent Bolloré qui tiendra notre stylo. Mais c'est ces ponts qui sont en train de s'accrocher entre nos 2 chaînes, entre CNews et Europe 1. On n'a pas envie que ce soit des viaducs, en fait. On ne souhaite pas que cette ligne éditoriale, cet activisme politique de droite, voire d'extrême droite, soit aussi chez nous à Europe 1, un média généraliste. On veut pouvoir garder notre indépendance et notre pluralisme qui fait qu'on est un média généraliste. Bolloré pourrait vous enlever votre stylo. Je pense qu'il y a moins de monde à la rédaction dans les mois qui viennent. Ouais. On a tendance ici à trouver que le contexte médiatico-politique est à droite toute. Là, vous parlez effectivement d'une opinion qui pourrait grignoter le travail indépendant d'Europe 1. Comment vous envisagez la campagne présidentielle qui s'annonce dans ce contexte ? Il y a quelques jours, on aurait dit c'est à droite toute, au galop. Avec les élections régionales qui viennent d'avoir lieu, on se demande si les vieux partis vont pas revenir. Si on parle de Paris, par exemple, le fait qu'il y ait une alliance à gauche, ça me surprend un peu. À gauche, ils ont réussi à trouver cette alliance derrière Julien Bayou, ce qui, au niveau national, ils n'arrivent pas à faire. Xavier Bertrand, qui va très bien, merci, avec les Républicains. Peut-être que c'est pas complètement joué d'avance. Peut-être que ce qu'on imaginait Macron-Le Pen n'est pas complètement joué d'avance.
Donc peut-être que un média, si on parle d'Europe 1 et de CNews, et si on parle de cette droite un peu dure, peut-être que c'est pas forcément, espérons, que c'est pas forcément sur les plateaux de CNews que la présidentielle va se jouer. Quelle suite à cette mobilisation, puisque vous annonciez aussi, la Société des rédacteurs, qu'il allait y avoir une suite malgré la fin de la grève? On est en train d'y réfléchir. Déjà aujourd'hui, on a lancé après 6 jours de grève, on a lancé une cagnotte. Oui, j'allais y venir, oui. Sur une cagnotte de solidarité, donc Europe 1 sur le pot commun, pour aider les salariés, notamment les précaires et le journaliste mis à pied depuis 10 jours et qui n'a donc pas de salaire. Oui, parce que c'est important de préciser, c'est qu'au cours de ce mouvement, les journalistes titulaires se sont mobilisés, mais aussi, ce qui nous a beaucoup étonnés, et on les a plutôt découragés de le faire en tant que précaires, des pigistes, des gens qui sont là de façon régulière, mais pas protégés par un CDI en tout cas. Voilà, se sont adjoints à notre mouvement, et donc c'est pour ça qu'ils ont perdu du coup du salaire, et donc on a mis en place cette cagnotte. Donc ça fait partie déjà des choses qu'on a mis en place. On réfléchit à d'autres types de mobilisation. On essaye d'en parler dans les médias. On vous remercie d'ailleurs de nous avoir invités. Un message peut-être à Vincent Bolloré, tant qu'on y est. Non, en fait, on n'a pas vraiment grand-chose à lui dire. Il va faire ce qu'il a à faire, il va faire ce qu'il aura envie de faire. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir partir, ceux qui veulent partir, qui puissent partir, on va dire dignement, c'est-à-dire avec une clause de conscience, parce que ça sert à ça, une clause de conscience. C'est le mot conscience, quoi. On ne peut pas accepter de travailler pour un média qui sera comme ce qui se dessine. Vous n'y croyez plus à l'Europe 1 qui vous a fait venir à son micro? Ça devient de plus en plus compliqué d'y croire encore, oui. La direction, on a une discussion avec la direction hier, qui nous dit on va se battre, on pense qu'il peut y avoir encore des espaces de liberté et d'indépendance. Et moi j'ai envie d'y croire, parce que certains vont partir, mais certains vont rester. Il y a quand même beaucoup de salariés d'Europe 1 qui vont rester à Europe 1. Et moi j'ai envie de croire pour eux, et puis pour moi, si je reste ou si je pars, je ne sais pas. Pour ceux qui vont rester en tout cas, j'ai envie de croire qu'ils pourront continuer à se battre. J'aime à croire que c'est possible, parce que les reporters de CNews, sur le terrain, souvent ils nous disent, quand on est en pur reportage, on nous fout la paix. Effectivement, on ne vient pas nous appeler pour nous dire fais ci, fais ça. Par contre, on travaille pour un média qui est à droite, extrême droite, on l'a déjà dit. Et c'est vrai que c'est compliqué quand on arrive sur le terrain, on fait « Ah, CNews ». Nous, on a connu ça en 2007. « Ah, Radio Sarko ». Quand on arrivait sur le terrain, il y avait déjà un a priori sur nous. « Ah, Radio Sarko, vous venez voir les pauvres gars de la CGT sur un piquet de grève et tout ». On a réussi à s'en débarrasser, mais au bout de 3, 4, 5 ans, c'était compliqué. Donc on a peur que ça nous revienne en pleine figure. Un dernier mot ? Non, on va essayer de rassembler, effectivement, pour continuer un peu le mouvement. On a prévu des rassemblements, on en reparlera et on va communiquer là-dessus, des rassemblements la semaine prochaine, pour se retrouver, nous, les salariés actuels d'Europe 1, puis les anciens, qui sont très attachés à cette maison et qui ont besoin de venir, qui ont besoin de nous soutenir, et qui ont besoin de parler, je crois. Merci à tous les deux, Mathieu Bock et Jean-Gabriel Bourgeois, d'être passés sur le plateau d'Alerte Libre. C'est presque fini pour cette semaine. On se retrouve dimanche à 20h pour une émission spéciale en direct sur le second tour des élections régionales avec nos invités et la rédaction. Et d'ici là, demain, Antoine Perrault discute avec l'historien Sébastien Ledoux qui publie La Nation en récit à propos du récit national qui hante la France. Samedi, le documentaire Être Jérôme Bel de Sima Katami et Aldo Lee, portrait assez malin d'un chorégraphe très malin. À dimanche, bonne soirée, salut.